Dans la nature impitoyable du parc national de Big Bend, un ranger vétéran a disparu lors d'une patrouille de routine après avoir laissé sa radio de service derrière lui. Les recherches qui ont suivi n'ont rien donné d'autre que son véhicule de patrouille verrouillé et pendant 2 années angoissantes, le désert a gardé son silence alors que l'affaire devenait non résolue. Puis, 2 adolescents explorant un puits de mine oublié à 50 km de là ont trouvé son revolver dans un endroit où il n'aurait jamais dû se trouver. Et le fait que les 6 chambres étaient vides a brisé la théorie officielle, révélant le premier indice d'une vérité bien plus sombre. La prise de conscience que le ranger du parc Ronan Wallaby était porté disparu n'a pas commencé par un appel frénétique ou la découverte d'une scène d'accident. Elle a commencé par une station de charge silencieuse. Le 5 août 2020, le soleil impitoyable du Texas commençait enfin à descendre derrière les montagnes Chizos, projetant de longues ombres déformées à travers la vaste étendue du parc national de Big Bend. À la station de Rangers de Panther Junction, le centre névralgique des opérations du parc, le changement d'équipe du soir était en cours. Les radios étaient échangées, les rapports classés et le bourdonnement tranquille de la fin administrative remplissait l'air. C'était la routine, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Ronan Wallaby, un vétéran de 61 ans du service des parcs nationaux, ne s'était pas présenté. Dans un parc s'étendant sur plus de 320 000 hectares, de certains des terrains les plus accidentés et isolés des États-Unis continentaux, les retards étaient courants. Un ranger pouvait être retenu en aidant un automobiliste en panne, naviguant sur un sentier difficile ou prenant simplement un moment de plus que prévu pour revenir d'un secteur de patrouille éloigné. Initialement, les superviseurs de service ont supposé un retard mineur. Ronan connaissait le parc mieux que presque tout le monde. Son expérience était un pilier des opérations de la station. Mais alors que les minutes s'étiraient vers 1 heure, une vérification de routine des registres d'équipement a révélé quelque chose qui a instantanément transformé l'atmosphère d'une légère inquiétude en anxiété aiguë. La radio portable de Ronan, sa ligne de vie dans le désert désolé, était toujours posée dans sa station de charge à l'intérieur de la station. Pour n'importe quel ranger, s'aventurer sur le terrain sans radio était une violation importante du protocole. Pour un ranger avec les décennies de service méticuleux de Ronan, c'était impensable. Ce n'était pas un oubli, cela ressemblait à un signal d'alarme flagrant. Les superviseurs ont immédiatement tenté de joindre Ronan sur son téléphone portable personnel, mais l'appel est tombé directement sur la messagerie vocale. Peu surprenant étant donné la couverture notoirement inégale dans une grande partie du parc. La priorité immédiate est devenue de localiser ces derniers déplacements connus. Les enquêteurs ont commencé à interroger les rangers qui étaient de service cet après-midi-là. Le ranger Von Hopper a été identifié comme la dernière personne à avoir parlé avec Ronan. Hopper, un collègue avec plusieurs années à Big Bend, a raconté une brève interaction en fin d'après-midi. Selon Hopper, il avait reçu un rapport, relayé par le dispatching principal, de fumée de feux de camp non autorisés repérés près de la zone isolée de la mine Mariscal. La mine Mariscal, un site d'extraction de mercure abandonné, était située dans l'une des sections les plus isolées du parc, près du Rio Grande. Hopper a expliqué que l'équipe touchait à sa fin et que le rapport était mineur, mais le protocole dictait qu'il fallait enquêter. Ronan, entendant les détails, s'était apparemment porté volontaire pour s'en charger. Hopper se souvenait que Ronan avait mentionné que ce serait une vérification rapide, une dernière boucle de patrouille avant de retourner à Panther Junction pour signer sa sortie. Interrogé sur la radio, Hopper a suggéré que Ronan semblait inhabituellement pressé, peut-être préoccupé par l'idée d'aller sur le site et de revenir avant que le soleil ne se couche complètement. Dans cette précipitation, a supposé Hopper, Ronan avait simplement oublié de prendre la radio de la station de charge. Cela semblait une explication plausible, même pour quelqu'un d'aussi expérimenté que Ronan. Avec un emplacement probable établi, des unités de patrouille ont été immédiatement dépêchées vers la route d'accès de la mine Mariscal. Le trajet lui-même était long et ardu, nécessitant des véhicules à garde au sol élevé pour naviguer sur les pistes de terre non entretenues. La chaleur d'août, même après le coucher du soleil, restait oppressante, s'accrochant au paysage. Il était tard dans la soirée lorsque les unités de recherche ont localisé le véhicule de patrouille de Ronan. Il était garé près de l'entrée de l'ancienne zone minière, arrêté sur la piste d'une manière cohérente avec un arrêt de patrouille standard. Le véhicule était verrouillé. Les lampes de poche coupaient à travers l'obscurité épaisse, éclairant l'extérieur poussiéreux et les environs immédiats. Il n'y avait aucun signe visible de lutte, aucun équipement abandonné, aucune trace menant urgemment loin du véhicule.
Il était simplement vide, silencieux, et n'offrait aucun indice sur l'endroit où son conducteur était parti. De retour à Panther Junction, le processus de notification officielle a commencé. Le fils de Ronan, Kellen Wallaby, un policier résidant à Odessa, Texas, a été contacté. La nouvelle de la disparition de son père, couplée aux détails sur la radio abandonnée, a immédiatement frappé Kellen comme profondément anormal. Un rapport officiel de personnes disparues a été déposé, mobilisant les ressources de la branche des services d'enquête du service des parcs nationaux aux côtés des agences étatiques et locales. Alors que Kellen se préparait à faire le long trajet jusqu'à Big Bend, il a souligné un détail unique sur son père aux enquêteurs. Ronan était l'un des rares rangers du service qui portait encore un ancien modèle de revolver de service. Ayant bénéficié d'une clause de droits acquis lorsque le service est passé au pistolet semi-automatique, Ronan préférait la fiabilité de l'arme qu'il portait depuis des décennies. C'était un détail qui définissait son approche old school du travail et maintenant c'était une information critique dans la recherche d'un agent fédéral armé disparu. L'aube du 6 août a mis en évidence toute l'ampleur du défi. L'opération de recherche et sauvetage, SR initiée pour Ronan Wallaby, était massive, mobilisant des ressources de tout le Texas et des États voisins. L'accent était mis sur le terrain impitoyable entourant la mine Mariscal. Ce n'était pas un territoire de randonnée. C'était un labyrinthe de ravins secs, de pentes d'éboulis raides et de falaises imposantes. Les conditions environnementales étaient brutales. Août à Big Bend est caractérisé par une chaleur extrême, avec des températures dépassant régulièrement largement les 43 degrés Celsius. L'air lui-même semblait lourd, une présence physique qui pesait sur le paysage. La chaleur entravait gravement les efforts de recherche. Les équipes au sol, vêtues d'équipements de protection et portant de lourds sacs, ne pouvaient opérer que pendant de courtes périodes avant que le risque d'épuisement par la chaleur ne devienne écrasant. Ils se déplaçaient lentement, méthodiquement, leurs yeux balayant le paysage scintillant à la recherche de toute anomalie, de tout éclat de couleur qui n'appartenait pas. Les unités K9, souvent l'outil le plus efficace pour localiser des personnes disparues, étaient largement inefficaces. La chaleur intense évaporait les traces olfactives presque instantanément et le sol rocheux, surchauffé par le soleil implacable, était trop chaud pour les pattes des chiens. L'urgence était palpable. La fenêtre de survie dans de telles conditions, sans eau ni abri, était brutalement courte. Chaque heure qui passait diminuait l'espoir de retrouver Ronan vivant. Le soutien aérien, comprenant des hélicoptères et des drones, fournissait une surveillance aérienne, leurs rotors tonnant au-dessus du vaste vide du désert. Mais le paysage était si complexe, si fracturé par des canyons et des ombres, que repérer un seul individu était presque impossible, surtout si cet individu était blessé ou cherchait de l'ombre. Le poste de commandement SR, établi près de la route d'accès à la mine, est devenu une ruche d'activité, bourdonnant de la tension d'une opération à enjeux élevés où le temps était l'ennemi. Kellen Wallaby est arrivé le deuxième jour, apportant avec lui l'intensité concentrée d'un officier de police et l'anxiété désespérée d'un fils. Il s'est immédiatement intégré au commandement de recherche, fournissant des informations sur les habitudes de son père, ses itinéraires préférés et sa connaissance approfondie du parc. Kellen était catégorique sur une chose, son père connaissait intimement cette zone. Ronan avait passé des décennies à patrouiller dans les coins les plus reculés de Big Bend. Il comprenait les dangers du désert mieux que presque n'importe qui. Il respectait son pouvoir. Kellen a insisté sur le fait que son père ne se perdrait pas simplement, ni ne succomberait à la chaleur ou à la déshydratation sans laisser de signe. Une indication de sa direction de déplacement. Si Ronan était blessé, il saurait comment signaler de l'aide, comment maximiser ses chances d'être trouvé. L'absence complète de toute trace était l'aspect le plus alarmant de la disparition. Cela suggérait quelque chose d'entièrement différent. Pendant que la recherche physique se poursuivait sous le soleil impitoyable, les enquêteurs ont commencé à examiner la raison pour laquelle Ronan se trouvait dans la zone de la mine Mariscal en premier lieu. Le rapport de fumée de feu de camp non autorisé. Ce détail, relayé par le ranger Vaughn Hopper, était le catalyseur de la dernière patrouille de Ronan. En période de risque d'incendie élevé, de tels rapports étaient pris au sérieux. Mais lorsque les enquêteurs ont fouillé dans les registres de dispatch, ils ont rencontré une impasse déconcertante. Le rapport avait été fait anonymement. Il n'y avait pas d'identification de l'appelant, pas de numéro de rappel, et la description de l'emplacement était vague, juste une référence générale à la zone de Mariscal. Les efforts pour retracer l'origine de l'appel se sont avérés infructueux. Il semblait avoir été fait d'un endroit qui masquait efficacement son signal. De plus, des recherches approfondies et méticuleuses de la zone où la fumée avait été signalée n'ont rien donné. Les équipes ont parcouru le sol à la recherche de toute indication d'activité humaine.
Ils ont cherché des empreintes de pas, des marques de frottement, de la végétation perturbée, des objets abandonnés, tout ce qui suggérerait que quelqu'un avait été là. Ils n'ont trouvé aucun signe de Ronan. Crucialement, ils n'ont également trouvé aucune preuve d'un feu de camp récent. Il n'y avait pas de restes carbonisés de bois, pas de cendres, pas de suie tachant les rochers. Le sol était intact, la conclusion était troublante, le rapport de fumée de feu de camp semblait avoir été entièrement fictif. Cette réalisation a jeté une ombre sombre sur l'enquête. Si le rapport était faux, cela signifiait que Ronan avait été délibérément attiré dans l'un des coins les plus reculés du parc. La question était pourquoi et par qui. La réalisation que l'appel anonyme ne pouvait pas être retracé a transformé l'opération SAR en une enquête criminelle potentielle. La proximité de la mine Mariscal avec le Rio Grande, la frontière internationale entre les États-Unis et le Mexique, a naturellement dicté la phase suivante de l'enquête. Big Bend, malgré sa beauté accidentée, est un corridor connu pour les activités de contrebande, stupéfiants, armes et parfois des personnes. Le terrain, bien que difficile, offrait une couverture à ceux qui savaient comment l'utiliser. Les enquêteurs ont théorisé que Ronan aurait pu interrompre par inadvertance une opération de contrebande. C'était un scénario dangereux, mais plausible. Un ranger expérimenté apparaissant de manière inattendue aurait pu provoquer une réaction violente de la part de contrebandiers désespérés de protéger leur cargaison. Cette théorie a pris une importance significative lorsqu'une unité tactique spécialisée de la patrouille frontalière, BORTAC, assistant dans la recherche, a découvert une cache de contrebandiers substantiels et récemment abandonnée cachée dans un ravin profond à plusieurs kilomètres de la mine Mariscal. La cache était typique des opérations de cartel. De grandes quantités d'eau en bouteilles, de la nourriture non périssable, des vêtements abandonnés et du matériel de camping rudimentaire. C'était une station de repos, un endroit où les contrebandiers pouvaient se reposer et se réapprovisionner pendant leur voyage vers le nord. La découverte a provoqué une diversion massive des ressources d'enquête. La zone autour de la cache a été traitée comme une scène de crime. Chaque article a été catalogué, analysé pour les empreintes digitales et examiné pour tout lien avec le ranger disparu. La théorie dominante s'est solidifiée. Ronan était tombé sur les individus utilisant cette cache et il l'avait enlevé ou tué. L'humeur parmi les enquêteurs s'est assombrie. Les confrontations avec des groupes de contrebande organisés se terminaient rarement bien. Pendant plusieurs semaines, l'enquête s'est concentrée presque exclusivement sur cette piste. Les analystes du renseignement ont travaillé pour identifier l'organisation spécifique responsable de la cache, suivant les mouvements et analysant les schémas de contrebande connus dans la région. On avait l'impression qu'ils étaient proches d'une percée, que la réponse se trouvait dans le réseau complexe de l'activité criminelle transfrontalière. Cependant, l'analyse médico-légale de la cache a finalement porté un coup décisif à cette théorie. Les équipes médico-légales ont conclu, sur la base de la dégradation des denrées alimentaires, de l'accumulation de poussière et de débris et de l'absence de perturbations environnementales récentes, que la cache avait été abandonnée plusieurs jours, peut-être même une semaine, avant la disparition de Ronan. Les empreintes de pas trouvées sur le site étaient dégradées et incompatibles avec l'activité du jour où Ronan a disparu. La cache n'était pas liée à son cas. C'était une réalisation frustrante. Des semaines d'enquête intensive avaient mené à une impasse. La piste, qui avait semblé si prometteuse, s'est évaporée comme de l'eau sur le pavé du désert. Sans aucune preuve physique reliant Ronan à la cache et sans autre piste émergeant du vaste désert vide, l'enquête s'est enlisée. L'opération SAR massive a progressivement été réduite. Les hélicoptères se sont tus, les équipes au sol sont retournées à leur base d'origine et le désert a récupéré ses secrets. La disparition de Ronan Wallaby se transformait rapidement en affaire non résolue, ne laissant derrière elle que le mystère troublant du faux rapport et le vaste silence indifférent de Big Bend. Juin 2022, près de 2 ans s'étaient écoulés depuis que le véhicule de patrouille de Ronan Wallaby avait été trouvé vide près de la mine Mariscal. L'affaire était devenue profondément non résolue. L'urgence initiale s'était estompée, remplacée par un sentiment persistant de mystère et de perte qui hantait les couloirs de la station de Rangers de Panther Junction. Pour Kellen Wallaby, l'absence de réponse était une douleur constante, un refus d'accepter que son père puisse simplement disparaître sans laisser de traces dans le paysage qu'il aimait. Le désert de Big Bend détenait le secret, mais il restait obstinément silencieux. La percée, lorsqu'elle est finalement arrivée, n'est pas venue d'une analyse médico-légale sophistiquée ou d'une enquête minutieuse, mais de la curiosité illicite de 2 adolescents. Jarek Pasternak et Silas Granholm, tous 2 âgés de 17 ans, étaient loin de l'endroit où ils étaient censés être.
Ils avaient de conduit depuis El Paso, disant à leurs parents qu'ils campèrent dans les montagnes Guadalupe. Au lieu de cela, ils s'étaient dirigés vers le sud jusqu'à Big Bend, attirés par l'attrait du lointain et de l'interdit. Jarek et Silas se considéraient comme des chasseurs de trésors amateurs. Ils étaient fascinés par l'histoire de la région, en particulier les opérations minières abandonnées qui parsemèrent le paysage, vestiges d'une époque où le désert était exploité pour sa richesse minérale. Ils passèrent leur temps à rechercher de vieilles cartes, à la recherche de sites oubliés, espérant déterrer des reliques historiques. Lors de ce voyage particulier, ils campaient illégalement dans une section reculée des contreforts des montagnes Chizos, une zone loin des principaux sentiers touristiques, caractérisée par des pentes raides, une végétation dense et les restes squelettiques de l'ancienne infrastructure minière. Ils exploraient un système de ravins lorsqu'ils sont tombés sur un puits de mine non marqué et délabré. Il était à peine visible, dissimulé par des broussailles envahissantes et les débris accumulés de décennies de négligence. L'entrée était partiellement effondrée, une ouverture sombre et étroite dans la face rocheuse qui semblait expirer de l'air frais et humide, un contraste saisissant avec la chaleur du début de l'été. C'était exactement le genre d'endroit qu'ils recherchaient, oublié, dangereux et potentiellement cachant des secrets. En utilisant l'équipement d'escalade de base qu'ils avaient apporté avec eux, cordes, harnais et lampes frontales alimentées par batterie, ils se sont préparés à explorer le puits. L'entrée était étroite, les obligeant à ramper à travers un passage étroit avant qu'il ne s'ouvre sur un puits vertical plus grand. L'air à l'intérieur était épais, avec l'odeur de poussière, de décomposition et de terre humide. Leurs lampes frontales coupaient à travers l'obscurité absolue, éclairant des poutres en ruine, des roches lâches et le silence troublant du monde souterrain. Jarek est allé en premier, sa descente lente et prudente. Il testait la stabilité du puits au fur et à mesure, la roche meuble se déplaçant sous ses bottes. La structure était précaire, gémissant sous leur poids. Ils ont atteint un niveau inférieur, une dérive horizontale qui s'étendait plus profondément dans la montagne. Le sol était inégal, couvert de roches tombées et de restes d'anciens équipements miniers. Le silence était profond, brisé seulement par le son de leur respiration et le cliquetis occasionnel d'une pierre délogée. Alors qu'ils avançaient de plus loin dans la dérive, la lampe frontale de Jarek a balayé un tas de débris dans une crevasse étroite. Il s'est arrêté, son attention attirée par la formation. Cela ne ressemblait pas à un éboulement naturel. Les roches semblaient délibérément empilées, pas dispersées au hasard. Les poutres étaient disposées d'une manière qui suggérait qu'elles étaient destinées à dissimuler quelque chose. L'organisation des débris était subtile, mais dans l'environnement chaotique de la mine abandonnée, elle se démarquait. « Silas, regarde ça !» a appelé Jarek, sa voix étouffée dans l'espace confiné. Ils se sont approchés du tas, leur cœur battant d'anticipation. Ils ont commencé à creuser, retirant les roches lâches et soulevant les lourdes poutres gorgées d'eau sur le côté. Le travail était difficile dans l'espace confiné, leur respiration laborieuse dans l'air poussiéreux. Sous les débris, ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Une bâche en plastique noir, résistante, coincée fermement dans la crevasse. Elle était couverte de saleté et de crasse, mais elle était clairement manufacturée, une intrusion moderne dans cet environnement ancien et en décomposition. La bâche était lourde et difficile à manipuler. Ils ont lutté pour la libérer de la crevasse, le plastique s'accrochant à la face rocheuse rugueuse. Finalement, ils ont réussi à la sortir au centre de la dérive. Elle était étroitement enroulée, sécurisée avec du ruban adhésif résistant. Ils ont coupé le ruban, leurs mains tremblant d'anticipation. Quel genre de trésor avaient-ils trouvé? Ils ont déplié la bâche. À l'intérieur, ils n'ont pas trouvé de reliques de l'ère minière, mais quelque chose de bien plus récent et de bien plus troublant. Soigneusement plié, malgré la crasse et l'humidité, se trouvait un uniforme de rangée du parc. Une chemise beige, un pantalon vert olive et un chapeau de campagne distinctif. L'uniforme était immédiatement reconnaissable. Mais c'était l'objet reposant à côté de l'uniforme qui les a arrêtés net. Un revolver lourd, d'un ancien modèle, le silence dans le puits de mine semblait s'approfondir. Ce n'était pas un trésor, c'était une preuve. Ils ont reconnu l'importance potentielle de leur découverte. L'uniforme était officiel, l'arme sérieuse. Ils savaient qu'ils étaient dans un endroit où ils ne devraient pas être, faisant quelque chose d'illégal. Mais la gravité de ce qu'ils avaient trouvé éclipsait leur peur d'être pris. Ils ont soigneusement remballé la bâche et ont commencé l'ascension ardue vers la surface. Émergeant dans la lumière vive du soleil, la réalité de leur découverte s'est lourdement installée sur eux. Ils sont retournés à leur campement en randonnée, ont chargé la bâche dans leur véhicule et ont conduit jusqu'à ce qu'ils trouvent un endroit avec du service cellulaire. Ils ont alerté les autorités, expliquant ce qu'ils avaient trouvé et où ils l'avaient de trouver.
La réponse a été immédiate. Une équipe d'enquêteurs de la branche des services d'enquête du service des parcs nationaux, accompagnée des forces de l'ordre local, a rejoint les adolescents et s'est rendue au puits de mine. L'emplacement était éloigné, nécessitant une randonnée difficile pour atteindre l'entrée. Les enquêteurs ont sécurisé la scène, documentant l'emplacement et l'état du puits. De retour à la zone de rassemblement, le contenu de la bâche a été méticuleusement examiné. L'uniforme a été traité pour des preuves médico-légales. Le badge nominatif a confirmé la vérité angoissante. L'uniforme appartenait à Ronan Wallaby. L'arme était l'élément crucial du puzzle. Un enquêteur, portant des gants, a soigneusement examiné le revolver. C'était un ancien modèle, exactement le type que Kellen Wallaby avait décrit que son père portait. Le numéro de série a confirmé qu'il s'agissait de l'arme de service de Ronan. L'enquêteur a ensuite effectué la vérification critique. Il a ouvert le barillet, les 6 chambres étaient vides. La découverte était une bombe, relançant l'enquête et envoyant des ondes de choc à travers le service du parc. Mais elle présentait également un paradoxe déroutant. L'uniforme était intact, l'arme essuyée, et le lieu de la découverte était à environ 50 km, à travers un terrain incroyablement accidenté de la zone de la mine Mariscal où Ronan avait disparu. L'arme vide suggérait une confrontation, mais l'uniforme soigneusement plié suggérait quelque chose d'entièrement différent. Après 2 ans de silence, le désert avait finalement livré un indice, mais c'était un indice qui approfondissait le mystère plutôt que de le résoudre. La découverte de l'équipement de Ronan Wallaby dans le puits de mine abandonné a insufflé une nouvelle vie à une affaire qui avait longtemps été considérée comme dormante. Mais la nature de la découverte a présenté aux enquêteurs une série de questions déroutantes. Les preuves ne correspondaient à aucun des scénarios qui avaient été théorisés lors de l'enquête initiale. Elle ne suggérait pas un accident, une attaque d'animal ou une confrontation typique avec des contrebandiers. Elle suggérait quelque chose de bien plus complexe et calculé. La première priorité était un examen méticuleux de l'uniforme. Il a été transporté au laboratoire criminel du FBI à Quantico, en Virginie, pour une analyse spécialisée. L'attente était que les vêtements révéleraient l'histoire des derniers moments de Ronan. S'il avait été impliqué dans une lutte, s'il avait été blessé, l'uniforme devrait porter les preuves. L'examen médico-légal a été exhaustif. Le tissu a été analysé sous des microscopes à fort grossissement, soumis à des sources de lumière alternatives et testé pour des traces de preuves. Les résultats étaient saisissants dans leur négativité. Il n'y avait pas de trou de balle, pas de coupure de couteau, pas de déchirures ou d'accrocs compatibles avec une lutte violente. Crucialement, il n'y avait pas de tache de sang. Pas une seule goutte du sang de Ronan ni de celui de quelqu'un d'autre. L'uniforme était en parfait état, à part la poussière et la crasse accumulées pendant son temps dans le puits de mine. L'état de l'uniforme suggérait quelque chose de profondément troublant. Il semblait avoir été retiré et délibérément plié avant d'être enveloppé dans la bâche et dissimulé. Cela impliquait un niveau de contrôle, une approche méthodique qui était incompatible avec un acte de violence spontanée. Si Ronan avait été attaqué et tué, pourquoi son agresseur prendrait-il le temps de plier soigneusement son uniforme ? Cela suggérait que Ronan était soit docile, soit incapable lorsque l'uniforme a été retiré. Le pliage soigné n'était pas un signe de respect, mais une démonstration glaçante d'efficacité méthodique. L'absence de preuves de médico-légal sur l'uniforme était tout aussi déroutante. La bâche et l'uniforme avaient été essuyés de toute empreinte digitale. Il n'y avait pas d'empreinte latente, pas de traces, rien qui puisse identifier les individus qui avaient manipulé les preuves. Quiconque avait disposé de l'équipement avait été prudent, professionnel et conscient des contre-mesures médico-légales. Ce n'était pas le travail de criminels amateurs. Simultanément, le revolver a subi une analyse balistique rigoureuse. L'arme a été confirmée comme étant le revolver de service de Ronan. Les tests médico-légaux ont confirmé que les 6 balles avaient été tirées. C'était la première preuve concrète d'une confrontation. Ronan Wallaby avait déchargé son arme, vidant complètement le barillet. Mais où et sur qui ? L'analyse des résidus du canon et du barillet a fourni une chronologie, bien que frustrantement imprécise. L'analyse suggérait que les tirs avaient eu lieu autour du moment de sa disparition, 2 ans auparavant. La dégradation des résidus rendait impossible de déterminer la date ou l'heure exacte, mais elle confirmait que les tirs n'étaient pas récents. Les implications des 6 coups étaient profondes. Un rangeur expérimenté comme Ronan n'aurait pas vidé son arme à moins d'être confronté à une menace importante. Il aurait tiré délibérément visant à neutraliser la menace. Pourtant, l'absence de dommages à l'uniforme contredisait une fusillade où il le portait. S'il avait été abattu, il y aurait du sang. S'il avait été impliqué dans une lutte, il y aurait des déchirures. Les preuves ne s'additionnaient tout simplement pas.
s'il a tiré les 6 coups, où sont allées les balles? Et s'il ne portait pas l'uniforme quand il a tiré, pourquoi l'a-t-il enlevé? A-t-il été forcé de l'enlever? Les questions se multipliaient, chacune menant à une nouvelle couche de complexité. La prochaine étape logique était de fouiller le puits de mine lui-même. Si l'équipement y avait été trouvé, peut-être que les restes de Ronan étaient de dissimulés dans les tunnels labyrinthiques. Une équipe médico-légale spécialisée, formée à l'excavation et à la récupération en espace confiné, a été amenée pour effectuer une recherche approfondie du puits. La recherche était difficile et dangereuse. L'instabilité du puits, la roche meuble et les espaces confinés rendaient l'opération atrocement lente. L'équipe devait étayer la structure en ruine avant de pouvoir procéder en toute sécurité. Ils travaillaient dans des conditions exiguës et sans air, le silence brisé seulement par le son de leurs outils grattant contre la roche. Ils ont excavé la zone où la bâche avait été trouvée, creusant profondément dans les débris accumulés, cherchant toute trace de restes humains, toute balle manquante, toute preuve supplémentaire qui pourrait expliquer ce qui s'était passé. L'excavation a duré des semaines. Les conditions étaient éprouvantes. L'air était épais de poussière, l'obscurité absolue, le danger d'effondrement toujours présent. Mais malgré l'effort méticuleux, la recherche n'a rien donné d'autre lié à l'affaire. Les restes de Ronan n'étaient pas dans le puits. Les balles manquantes n'étaient pas intégrées dans les parois rocheuses. Le puits de mine était simplement une cachette pour l'équipement, pas la scène du crime. Avec les preuves physiques offrant plus de questions que de réponses, les enquêteurs ont tourné leur attention vers la division géographique. La distance entre la zone de la mine Mariscal, où Ronan a disparu, et le puits des contreforts des Chizos, où l'équipement a été trouvé, était d'environ 50 km. Cette distance était critique. C'était trop loin pour voyager à pied à travers le terrain accidenté, surtout sans provisions. La séparation géographique, combinée à l'élimination organisée des preuves, impliquait fortement une opération sophistiquée, impliquant un transport motorisé. Quelqu'un avait déplacé Ronan, ou au moins son équipement, de la zone de Mariscal au contrefort des Chizos. Cette réalisation a déplacé l'orientation de l'enquête loin du voisinage immédiat de la disparition et vers le réseau de routes et de sentiers qui reliant les deux emplacements. Les enquêteurs avaient affaire à un adversaire qui était organisé, méthodique et familier avec le vaste paysage vide de Big Bend. Ils avaient les moyens de transporter des preuves sur des distances significatives, la connaissance pour les dissimuler dans un endroit éloigné et oublié, et la discipline pour ne laisser aucune trace médico-légale. Le mystère de la disparition de Ronan Wallaby n'était plus seulement une affaire de personnes disparues. Il évoluait en une conspiration criminelle complexe. L'arme vide était un témoignage silencieux d'une confrontation, mais l'uniforme plié était un symbole glaçant de contrôle. L'enquête était de retour, mais l'adversaire restait invisible, caché dans l'immensité du désert. La réalisation que la disparition de Ronan Wallaby impliquait une opération sophistiquée, capable de déplacer des preuves à travers la vaste étendue de Big Bend et d'effacer les pistes médico-légales, a forcé les enquêteurs à recalibrer leur approche. Les théories initiales d'une confrontation de contrebande standard semblaient inadéquates pour expliquer l'élimination calculée de l'équipement et le paradoxe déroutant de l'arme vide et de l'uniforme plié. C'était quelque chose de plus organisé, plus profondément ancré dans le paysage. L'enquête a commencé à coordonner étroitement avec les renseignements de la patrouille frontalière, analysant les entreprises criminelles à haut risque opérant dans le parc. Ils ne cherchèrent pas seulement des contrebandiers de stupéfiants, mais des organisations capables de déplacer des cargaisons plus sensibles. Des organisations qui privilégiaient la discrétion et le contrôle plutôt que la confrontation. L'analyse des renseignements a identifié un schéma critique. Les deux emplacements de disparition, mine Mariscal et de découverte, puis de mine des contreforts des Chizos, étaient adjacents à un système de canyon particulièrement accidenté qui traversait le cœur du parc. Ce système de canyon était connu pour être utilisé par intermittence comme corridor de trafic humain. Contrairement aux principales routes de contrebande, qui étaient constamment surveillées par surveillance électronique et patrouilles au sol, ce corridor était utilisé par des groupes hautement organisés pour déplacer des personnes vers le nord, évitant les principaux points de contrôle frontaliers. Le terrain était brutal, nécessitant une connaissance experte du paysage et une infrastructure logistique importante. Cette réalisation a fourni un nouveau contexte pour les preuves. Les opérations de trafic humain sont caractérisées par un haut degré d'organisation et de contrôle. Les victimes sont une cargaison précieuse et les organisations impliquées feront tout leur possible pour protéger leur investissement et maintenir le secret de leurs opérations. Les preuves ont été reconsidérées sous ce nouvel éclairage.
Le retrait de l'uniforme n'aurait peut-être pas été un acte de violence spontanée, mais un processus méthodique de contrôle. Si Ronan avait été maîtrisé et enlevé, son uniforme aurait été retiré pour vérifier les dispositifs de suivi, pour éliminer tout insigne d'identification et pour exercer une domination psychologique. Le nettoyage méticuleux de l'arme et de la bâche soutenait davantage cette théorie. Les organisations de trafic humain, en particulier celles qui exploitent des réseaux sophistiqués, sont souvent caractérisées par un haut degré de sécurité opérationnelle et de conscience médico-légale. L'enquête a déplacé son attention vers le corridor de trafic suspecté. Des équipes spécialisées, comprenant des opérateurs BORTAC et des pisteurs expérimentés, ont été déployées pour effectuer une recherche détaillée du système de canyon. Ce n'était pas une opération de recherche et de sauvetage standard. Les équipes se déplaçaient à travers un terrain rarement visité, cherchant des signes subtils de passage humain qui avaient été négligés lors de l'enquête initiale 2 ans auparavant. La recherche était lente et méticuleuse. Le système de canyon était un labyrinthe de canyons étroits, de pentes abruptes et de ravins cachés. Les équipes cherchaient toute anomalie, toute perturbation dans l'environnement suggérant la présence d'une opération sophistiquée. Ils naviguaient dans un terrain extrême, s'appuyant souvent sur des cordes et du matériel d'escalade. Ils cherchaient des indicateurs subtils, terre perturbée, branches cassées, objets abandonnés, qui trahiraient la présence des trafiquants. Plusieurs semaines après le début de la recherche, dans un canyon étroit, qui était à peine assez large pour qu'une personne puisse passer, ils ont découvert une zone dissimulée qui avait été utilisée comme campement temporaire. Elle était cachée derrière un faux mur de roches et de broussailles, pratiquement invisible depuis le fond principal du canyon. Le campement était petit, efficace et clairement conçu pour une utilisation temporaire. Il y avait des bouteilles d'eau jetées, des emballages de nourriture et d'autres débris, mais c'était la face rocheuse à l'arrière du campement qui a attiré l'attention des enquêteurs. Sur une face rocheuse en granit, relativement lisse, ils ont découvert un groupe d'impacts de balles distincts. Les impacts étaient étroitement groupés, suggérant qu'ils avaient été tirés à courte portée et avec une visée délibérée. La roche était marquée, la surface pulvérisée à plusieurs endroits. Les enquêteurs ont méticuleusement documenté la scène, photographiant les impacts et la zone environnante. Puis a commencé le processus minutieux de récupération des balles intégrées dans la roche et la terre dense environnante. L'excavation nécessitait des outils de précision et des techniques spécialisées pour extraire les balles sans les endommager. Le travail était lent, effectué sous la chaleur intense du soleil du désert. Ils devaient soigneusement ciseler la roche autour des impacts pour extraire les balles sans endommager les marques balistiques. Finalement, après plusieurs jours d'efforts, ils ont récupéré 6 balles. Les balles ont été immédiatement envoyées pour analyse balistique. Les résultats étaient définitifs. La médecine légale a confirmé que les balles avaient été tirées du revolver de service de Ronan Wallaby. Le mystère de l'arme vide était résolu. Mais la solution présentait une nouvelle réalité glaçante. Le regroupement serré des tirs confirmait qu'ils n'avaient pas été tirés au combat. Il n'y avait pas d'échange de coups de feu, aucune indication de lutte. Les tirs étaient intentionnels et systématiques, déchargés directement dans la face rocheuse. Ce n'était pas un acte de défense, c'était un acte de neutralisation. La réalisation a frappé les enquêteurs avec une force brutale. Ronan Wallaby avait été maîtrisé et désarmé, ses agresseurs, méthodiques et efficaces, avaient ensuite pris son arme, l'avaient transporté jusqu'à ce campement dissimulé et l'avaient délibérément vidé dans la face rocheuse. Ils avaient neutralisé l'arme, s'assurant qu'elle ne pouvait pas être utilisée contre eux et éliminant toute preuve balistique qui pourrait les lier à la scène du crime. Cette découverte a confirmé les pires craintes des enquêteurs. Ils avaient affaire à une entreprise criminelle hautement organisée et professionnelle. Le campement était une station de passage sur leur route de trafic. Ronan était tombé sur leur opération et il l'avait éliminé avec une efficacité froide et calculée. La découverte de l'arme neutralisée a fourni un lien critique entre la disparition de Ronan et le corridor de trafic. Mais elle a également souligné l'ampleur du défi auquel étaient confrontés les enquêteurs. Ils chassaient des fantômes, une organisation qui se déplaçait à travers le désert sans laisser de traces, une organisation qui avait la capacité de faire disparaître un agent fédéral sans laisser de traces. L'enquête avait maintenant une direction, mais le chemin à suivre était semé de dangers. Le corridor détenait la clé, mais les secrets qu'il gardait étaient sombres et mortels. La confirmation que Ronan Wallaby avait été désarmé et son arme neutralisée par une organisation criminelle sophistiquée opérant dans Big Bend a galvanisé l'enquête. La découverte du campement et la correspondance balistique ont fourni une percée critique, mais l'organisation responsable restait insaisissable.
C'étaient des experts pour se déplacer sans être vus à travers le vaste paysage vide, utilisant le terrain accidenté à leur avantage. Sachant qu'ils avaient affaire à un groupe qui s'appuyait sur une infrastructure logistique pour soutenir leurs opérations de trafic, les enquêteurs ont initié une plongée profonde dans toutes les données logistiques et électroniques de la zone du parc le jour de la disparition. Ils cherchaient des anomalies, toute déviation des schémas normaux d'activité qui auraient pu être manqués lors de l'enquête initiale en 2020. L'hypothèse était qu'une opération de cette envergure devait avoir laissé une trace, aussi subtile soit-elle, dans l'infrastructure numérique entourant le parc. L'ensemble de données était massif, englobant les registres d'entrée du parc, les images des caméras de circulation, les données des tours de téléphonie cellulaire et toute autre signature électronique qui pourrait fournir un indice. L'analyse était minutieuse, nécessitant des algorithmes sophistiqués et un référencement croisé méticuleux de sources de données disparates. Pendant des semaines, l'équipe d'enquête a tamisé le bruit, cherchant un signal. La percée n'est pas venue de l'intérieur des limites du parc, mais de la périphérie. Les enquêteurs ont commencé à analyser les données des lecteurs automatiques de plaques d'immatriculation, ALPR, et les données associées des stations de pesage des véhicules commerciaux entourant la zone du parc. Ils cherchaient des véhicules qui étaient entrés dans le voisinage du parc avant la disparition de Ronan et qui étaient repartis peu après. Ils ont découvert une anomalie significative. Un camion de ravitaillement sous contrat avec le service du parc pour l'enlèvement de routine des déchets des avant-postes éloignés a enregistré une divergence de poids inhabituelle le jour de la disparition. Le camion était entré dans la zone tôt le matin suivant son itinéraire prévu. Mais lorsqu'il a passé une station de pesage en quittant le voisinage du parc tard dans la soirée, peu après la disparition de Ronan, son poids enregistré était substantiellement plus élevé que lorsqu'il était entré. C'était l'opposé de ce qui était attendu pour un véhicule d'enlèvement des déchets. Un camion effectuant l'enlèvement des déchets devrait être plus lourd lorsqu'il entre dans la zone, transportant des fournitures et de l'équipement, et plus léger lorsqu'il part, ayant déposé les déchets dans une installation désignée à l'extérieur du parc ou ayant accumulé des déchets moins denses que les fournitures qu'il transportait. Ce camion quittait la zone significativement plus lourd que lorsqu'il était arrivé. La divergence n'était pas mineure, elle était substantielle, suggérant que le camion transportait une charge importante. Les implications étaient immédiates et profondes. Le camion avait l'autorisation d'accéder aux zones reculées du parc, des zones interdites au grand public. C'était une couverture parfaite pour une activité illicite. L'anomalie de poids suggérait que le camion avait ramassé une cargaison non autorisée dans la zone du parc. Étant donné le moment et l'emplacement, les implications étaient stupéfiantes. Les enquêteurs ont examiné l'itinéraire enregistré du camion ce jour-là. L'itinéraire semblait inefficace, emmenant le camion près de la zone de la mine Mariscal sans arrêt prévu là-bas. La déviation était subtile, facilement rejetée comme une inefficacité mineure lors de l'examen initial. Mais dans le contexte de l'anomalie de poids, c'était un signal d'alarme flagrant. Le camion avait été dans le voisinage de la disparition au moment où Ronan a disparu. Le camion a été retracé à une petite entreprise de sous-traitance locale qui détenait le contrat d'enlèvement des déchets pour le parc. L'entreprise était banale, une petite entreprise qui comptait sur les contrats gouvernementaux pour ses revenus. Les enquêteurs ont examiné le chauffeur prévu ce jour-là. C'était un résident local sans casier judiciaire significatif, apparemment un employé fiable. Les preuves étaient circonstancielles, mais c'était la première piste concrète qui pointait vers une entité spécifique impliquée dans la disparition. L'anomalie de poids était une déviation de la norme qui ne pouvait pas être facilement expliquée. Elle suggérait un scénario de cheval de Troie, où les trafiquants utilisaient des entrepreneurs légitimes du parc comme couverture pour leurs opérations. Simultanément, Kellen Wallaby, qui avait continué à poursuivre sans relâche toute avenue qui pourrait faire la lumière sur la disparition de son père, examinait les journaux personnels de son père. Ronan tenait des notes méticuleuses, documentant ses observations, ses préoccupations et ses activités quotidiennes. Kellen avait examiné les journaux d'innombrables fois au cours des 2 dernières années, cherchant tout ce qui aurait pu être négligé. Cette fois, armé de la connaissance du corridor de trafic et de l'implication potentielle d'une opération logistique, Kellen a remarqué une série d'entrées qui avaient précédemment semblé insignifiantes. Dans les mois précédant la disparition, Ronan avait fait plusieurs notes sur la présence d'un camion d'enlèvement des déchets spécifique dans des zones non autorisées et restreintes du parc. J'ai vu le camion de déchets près de l'ancienne route Maverick à nouveau. Pas d'arrêt prévu. Le chauffeur a dit qu'il vérifiait les déversements illégaux. Camion de déchets garé en dehors de la route principale près du Rio Grande Village semblait étrange.
Il avait apparemment trouvé cela étrange, notant la présence du camion dans des zones où il n'avait pas d'arrêt prévu, mais il ne l'avait pas considéré comme criminel à l'époque. Il avait supposé que c'était une infraction mineure, peut-être un chauffeur prenant un raccourci ou utilisant le parc pour des raisons personnelles. Mais dans le contexte de l'enquête en cours, les notes de Ronan étaient une révélation. Elles confirmaient que le camion d'enlèvement des déchets avait fonctionné en dehors de ses paramètres autorisés, dans des zones qui s'alignaient avec le corridor de trafic suspecté. Ronan avait observé l'anomalie, mais il n'avait pas compris sa signification. La convergence de la divergence de poids, de l'itinéraire inefficace et des propres observations de Ronan a fourni aux enquêteurs un dossier convaincant pour une action supplémentaire. Le camion d'enlèvement des déchets n'était plus seulement une anomalie logistique, c'était la pièce centrale du puzzle, le moyen par lequel l'organisation de trafic déplaçait sa cargaison sans être vue à travers la vaste étendue de Big Bend. L'enquête avait maintenant une cible et la chasse était lancée. La convergence des preuves, pointant vers le camion d'enlèvement des déchets et l'entreprise de sous-traitance locale, a fourni à l'enquête l'orientation dont elle avait désespérément besoin. La réalisation que l'organisation de trafic utilisait un contrat gouvernemental légitime comme couverture pour leurs opérations était un témoignage glaçant de leur sophistication et de leur audace. Les autorités ont placé l'entreprise de camionnage et le chauffeur spécifique identifiés dans les journaux de 2020 sous surveillance étroite. L'opération de surveillance était complexe, nécessitant une coordination entre plusieurs agences, y compris le FBI, la DEA et le département de la sécurité intérieure. Ils avaient affaire à une organisation qui avait déjà démontré sa capacité de violence et sa capacité à éviter la détection. La surveillance devait être exécutée avec une extrême discrétion, utilisant la reconnaissance aérienne, la surveillance électronique et des agents infiltrés. Les équipes de surveillance ont suivi les mouvements des camions de l'entreprise, analysant leurs itinéraires, leurs horaires et leurs interactions avec d'autres individus. Le chauffeur, le principal suspect dans l'opération logistique, maintenait une routine apparemment normale, adhérant à ses tâches d'enlèvement des déchets prévues. Mais la surveillance a révélé des déviations subtiles, de brèves réunions dans des endroits éloignés et un schéma de comportement suggérant qu'il était toujours impliqué dans une activité illicite. Les camions prenaient occasionnellement des routes détournées, divergeant de leurs horaires officiels, pour des périodes inexpliquées. Ils faisaient des arrêts dans des endroits isolés, en dehors des limites du parc, des zones sans connexion commerciale officielle. La surveillance a finalement conduit les enquêteurs au centre d'opération de l'organisation. Ils ont suivi les mouvements de l'entreprise, les reliant non seulement au parc, mais à un grand complexe de ranch privé isolé situé en dehors des limites du parc, caché dans la vaste étendue vide du désert de l'ouest du Texas. Le ranch était situé dans une vallée isolée, entourée de collines accidentées, accessible uniquement par une seule route de terre. Le ranch appartenait à une figure notoirement recluse, Olin Quaid. Quaid était connu des autorités comme un riche propriétaire terrien avec des liens suspectés avec des entreprises criminelles, mais il avait toujours réussi à s'isoler des poursuites. Il cultivait une aura de mystère autour de lui, quittant rarement le complexe et menant ses affaires par l'intermédiaire d'intermédiaires. Le complexe du ranch était une forteresse, entourée de hautes clôtures, de surveillance électronique et de gardes armés. C'était un endroit parfait pour une opération clandestine, isolée et sécurisée. La surveillance a confirmé que les camions d'enlèvement des déchets faisaient des visites régulières au complexe, en dehors de leurs itinéraires prévus. L'activité au complexe était inhabituelle, caractérisée par l'arrivée de véhicules à des heures irrégulières et le mouvement de cargaisons entrant et sortant d'une grande structure de grange convertie située près du centre de la propriété. Sur la base de l'anomalie de poids de 2020, des notes de Ronan, des preuves du campement du canyon et de la surveillance approfondie reliant le camion au complexe, un groupe de travail multi-agences a obtenu des mandats à haut risque pour le raid du complexe et l'arrestation d'Olin Quaid et du chauffeur de camion. L'opération a été planifiée avec un soin méticuleux. Le complexe était grand, les suspects étaient probablement armés et le potentiel d'une situation d'otage était élevé. Le raid était prévu pour les premières heures du matin utilisant l'élément de surprise. Le groupe de travail comprenait des agents du FBI, de la DEA, de la patrouille frontalière et des Texas Rangers soutenus par des équipes tactiques et des moyens aériens. Le raid a été exécuté dans les heures précédant l'aube. Un convoi de véhicules blindés, soutenu par des hélicoptères, s'est déplacé rapidement sur la route de terre menant au ranch. Le périmètre a été sécurisé, bloquant toute voie d'évasion. L'équipe d'entrée, composée d'officiers tactiques lourdement armés, a franchi la porte principale et a avancé vers les structures centrales. L'assaut était rapide, écrasant.
conçu pour neutraliser la menace avant que l'organisation ne puisse réagir. Le complexe était un vaste ensemble de bâtiments, comprenant une grande maison principale, plusieurs granges et dépendances. L'entrée initiale dans la maison principale a abouti à l'arrestation rapide d'Olin Quaid, qui a été trouvé dans sa chambre pris complètement par surprise. Simultanément, une autre équipe a arrêté le chauffeur de camion à son domicile dans une opération coordonnée. La fouille du complexe a commencé immédiatement. L'accent était mis sur les grandes dépendances, en particulier la structure de grange convertie, identifiée lors de la surveillance. Alors que les équipes approchèrent de la grange, elles ont noté qu'elle semblait fortement renforcée et insonorisée. Les portes étaient verrouillées et barricadées de l'intérieur. Les équipes ont utilisé un équipement de percement spécialisé pour y accéder. Lorsque les équipes ont percé les portes, elles ont découvert une station de transit sophistiquée pour le trafic humain. L'intérieur de la grange était divisé en plusieurs cellules verrouillées, construites avec des barres métalliques robustes. Les conditions étaient épouvantables, caractérisées par la saleté, la surpopulation et l'odeur de la souffrance humaine. À l'intérieur des cellules, ils ont trouvé plusieurs individus, blottis ensemble dans l'obscurité. C'étaient des enfants et de jeunes adultes, principalement d'Amérique centrale et du Sud. Ils étaient mal nourris, terrifiés et montrèrent des signes d'abus. Ils attendirent le transport plus au nord, la prochaine étape dans le réseau de trafic. La découverte a confirmé l'existence de l'organisation de trafic et le rôle du Ranch Quaid comme centre névralgique de leurs opérations. Les équipes de sauvetage ont immédiatement commencé à fournir des soins médicaux et à assurer leur sécurité. L'ampleur de l'opération était stupéfiante. Une exploitation brutale de la vulnérabilité humaine cachée sous le vernis d'une entreprise légitime. La fouille du complexe a révélé l'étendue de l'infrastructure de l'organisation. Ils ont trouvé des compartiments spécialisés construits dans les camions d'enlèvement des déchets, conçus pour dissimuler la cargaison humaine. Ils ont trouvé des armes, de l'argent et du matériel de communication. Mais la découverte la plus critique a été faite dans le bureau d'Olin Quaid. Les enquêteurs ont trouvé des cartes détaillées du parc national de Big Bend, y compris les horaires de patrouille confidentiels des rangers du parc et les codes radio. Cette découverte était une bombe. Elle confirmait que l'organisation avait une aide interne, une source au sein du service des parcs qui leur fournissait les renseignements nécessaires pour éviter la détection. L'organisation n'avait pas seulement été chanceuse, ils avaient été avertis. Avec les preuves s'accumulant et l'organisation démantelée, l'accent s'est déplacé vers l'interrogatoire des suspects. Olin Quaid est resté défiant, refusant de coopérer. Mais le chauffeur de camion, confronté aux preuves accablantes et à la perspective d'une prison à vie, a commencé à craquer. Sous un interrogatoire intense, le chauffeur a craqué. Il a avoué son rôle dans l'opération de trafic, admettant qu'ils utilisèrent le contrat d'enlèvement des déchets comme couverture pour déplacer des personnes à travers le parc, utilisant les compartiments spécialisés du camion pour contourner les points de contrôle et les patrouilles. Il a confirmé que l'opération était en cours depuis des années, générant des millions de dollars de revenus pour Olin Quaid et son organisation, puis est venue la révélation critique. Le chauffeur a confirmé leur source interne, le ranger Von Hopper. La révélation a envoyé des ondes de choc à travers l'équipe d'enquête. Hopper, le collègue de Ronan, la dernière personne à l'avoir vu vivant, avait été l'informateur de l'organisation. Il était payé pour fournir des renseignements, détourner les patrouilles et assurer le bon fonctionnement de la route de trafic. Le chauffeur a révélé les détails horribles du piège. Le jour de la disparition, un transfert actif avait lieu. Un groupe de migrants était déplacé à travers la zone de la mine Mariscal, utilisant le camion d'enlèvement des déchets. Hopper, conscient de l'opération, a utilisé le faux rapport de feu de camp pour envoyer délibérément Ronan, son collègue, directement dans l'opération. L'appel anonyme n'avait pas été anonyme du tout. Il avait été orchestré par Hopper, un mouvement calculé pour éliminer une menace potentielle. Ronan n'était pas tombé sur l'opération par accident, il avait été attiré dans une embuscade. La réalisation que Ronan avait été trahi par l'un des siens, un rangé collègue assermenté pour protéger le parc et ses visiteurs, était un coup dévastateur. L'enquête avait finalement découvert la vérité, une vérité bien plus sombre et plus insidieuse que quiconque n'avait imaginé. L'arrestation du ranger Von Hopper a eu lieu à la station de rangers de Panther Junction, l'endroit même où la disparition de Ronan Wallaby avait d'abord été réalisée. L'atmosphère était lourde de trahison. Hopper a été mis en garde à vue sans incident, ses collègues regardant dans un silence stupéfait. La réalisation que l'un des leurs avait orchestré la disparition d'un rangé collègue était un coup dévastateur, brisant la confiance qui sous-tendait leur travail dangereux. Confrontés aux preuves accablantes, les horaires de patrouille confidentiels trouvés au complexe, les codes radio et la confession détaillée du chauffeur de camion, Hopper est resté presque complètement silencieux.
Il n'a pas nié les allégations, mais il a refusé de fournir des détails sur la direction de l'organisation, l'étendue de leurs opérations ou l'identité des autres impliqués. Son silence n'était pas né de la défiance, mais d'une peur paralysante. Il a déclaré seulement que l'organisation derrière le trafic était bien plus dangereuse et étendue que les autorités ne le comprenaient. Il a clairement indiqué qu'il les craignait plus qu'il ne craignait la prison. Alors que Hopper restait silencieux, le chauffeur de camion, cherchant un accord de plaidoyer, a fourni les derniers détails horribles de ce qui est arrivé à Ronan Wallaby. Il a expliqué que Ronan, répondant au faux rapport de feu de camp, était arrivé dans la zone de la mine Mariscal juste au moment où le transfert avait lieu. Il avait interrompu l'opération, témoin du chargement des migrants dans les compartiments spécialisés du camion d'enlèvement des déchets. Ronan a été rapidement maîtrisé par plusieurs hommes armés, y compris le chauffeur et d'autres membres de l'organisation. Il a été désarmé avant d'avoir eu la chance de dégainer son arme. Son revolver a été pris, plus tard vidé au campement du canyon pour le neutraliser. Il a été forcé de retirer son uniforme, un processus méthodique pour vérifier les dispositifs de suivi et exercer un contrôle. Il a ensuite été forcé à l'arrière du camion avec la cargaison humaine et transporté hors du parc. L'anomalie de poids enregistrée à la station de pesage était le résultat du poids ajouté des migrants et de Ronan Wallaby. Ronan a été exécuté plus tard dans la journée au ranch d'Olinquade. L'organisation ne pouvait pas risquer de laisser un agent fédéral en vie. Le chauffeur a admis avoir enterré le corps de Ronan sur une partie éloignée de la propriété de Quaid. L'uniforme et l'arme ont été éliminés des jours plus tard lors d'un voyage séparé. Le chauffeur a expliqué qu'ils avaient vidé l'arme au campement du canyon pour s'assurer qu'elle était neutralisée avant de la cacher dans le puits de mine, un mouvement calculé pour confondre les enquêteurs et détourner l'attention de la véritable scène du crime. Sur la base de la confession du chauffeur, les autorités ont excavé le site indiqué sur le ranch. Profondément sous le sol aride, ils ont récupéré les restes de Ronan Wallaby. Après 2 ans d'incertitude, le mystère angoissant était enfin résolu. Olinquade, le chauffeur de camion et Vaughn Hopper ont tous été condamnés et ont reçu des peines de prison à vie pour leur rôle dans la conspiration de trafic et le meurtre du ranger Wallaby. La découverte des restes de Ronan Wallaby a apporté une certaine fermeture à sa famille, mais la trahison qui a conduit à sa mort a laissé une cicatrice permanente sur la communauté soudée du parc national de Big Bend.